La dette de la France représente aujourd'hui 110% du PIB français, soit 3 100 milliards d'euros avec un déficit public pour 2023 de 154 milliards d'euros, soit 5,5% du PIB. La France lève de la dette, donc emprunte de l'argent sur les marchés financiers à un taux plutôt faible par rapport à sa situation économique. Ces 3 100 milliards de dettes ont des intérêts car les investisseurs qui achètent de la dette française par les obligations gouvernementales doivent se rémunérer. Ces intérêts représentent aujourd'hui 50 milliards d'euros dans le budget de l'État et une partie de la dette qui est levée sert à rembourser ces intérêts. Sauf que la partie de la dette qui est levée pour rembourser les intérêts a également des intérêts. Et on se retrouve dans un cycle sans fin où la France emprunte pour rembourser la dette, augmentant alors la dette qui sera remboursée en levant de la dette. Ce phénomène s'appelle le roulement de la dette, ce qui signifie que le capital n'est en réalité jamais remboursé car ce sont les intérêts de la dette que l'État doit réellement pouvoir payer chaque année. La note de la France étant passée de AAA en 2012 à AA2 en 2024 par Moody's et AA- selon S&P et Fitch, représentant très fidèlement la solvabilité et la santé économique de la France qui se détériore. Le 5 juin 2024, Emmanuel Macron, président de la France, a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, provoquant une panique sur les marchés obligataires. Les taux des obligations à 10 ans, c'est-à-dire le taux auquel emprunte la France, a bondi en quelques jours de 3% à 3,3%. Cette toute petite fluctuation représente des intérêts gigantesques. Cette petite hausse contraint la France à rembourser plusieurs milliards d'intérêts supplémentaires par an. La France emprunte aujourd'hui au même taux que le Portugal, ce qui n'était pas arrivé depuis 2005. Et le spread, donc l'écart entre les taux des rendements des obligations à 10 ans allemandes et le rendement des obligations à 10 ans françaises, c'est-à-dire l'écart des taux auxquels les deux pays empruntent, augmente significativement dû à la hausse des taux des rendements français. Ce qui est généralement mauvais signe pour la stabilité économique de l'Union européenne, et cela se fera très rapidement ressentir sur la valeur de l'euro qui devrait continuer, d'ailleurs le biais baissier que nous avions très bien anticipé sur EURUSD une semaine avant la baisse des taux de la Banque Centrale Européenne. Le dimanche 30 juin a eu lieu le premier tour des élections législatives et comme anticipé par les sondages, c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête. La seconde et la troisième place sont occupées par le Nouveau Front Populaire et la majorité présidentielle. Le dimanche 7 juillet aura lieu le second tour des législatives, confrontant le Rassemblement national et le Nouveau Front Populaire. Cette journée sera historique et très regardée par les investisseurs obligataires. Le scénario sera très différent d'une victoire à l'autre et dans cette vidéo, nous allons nous baser sur les programmes économiques pour définir lequel de ces deux partis fait le plus peur aux investisseurs et que se passera-t-il sur le marché obligataire lorsqu'un de ces deux partis prendra le pouvoir. Nous verrons également un mécanisme de la BCE qui permet en cas de hausse extrême des intérêts obligataires de les faire baisser par une intervention de la Banque centrale, que nous illustrerons avec un événement semblable qui a lieu au Royaume-Uni. Les crises telles que celles que nous allons vivre ouvrent des opportunités intéressantes à saisir. Je tiens à vous rappeler que dans cette vidéo, il n'y a aucune opinion politique qui vous sera partagée et nous parlerons uniquement de finance et d'économie. Je ne fais en aucun cas cette vidéo pour vous influencer pour un parti ou un autre. Également, cette vidéo m'a pris beaucoup de temps et de travail à réaliser, donc n'oubliez pas de la liker si elle vous plaît, ainsi que de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te remercie si tu le fais. Durant ces élections, il y a trois partis prédominants. Le premier, Renaissance, le parti de la majorité présidentielle, le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen avec Jordan Bardella, et le Nouveau Front Populaire, l'alliance des partis de gauche. Chaque parti a un programme économique distinct. Nous allons analyser principalement les deux partis en tête, c'est-à-dire le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement national. Cependant, il est important de noter que le parti Renaissance est le préféré des marchés financiers. Cela s'est fortement fait ressentir lors de la dissolution de l'Assemblée et des élections européennes où le marché a pricé un risque fort de voir un autre parti que Renaissance au pouvoir. En effet, le parti Renaissance propose un programme économique beaucoup plus pro-business et beaucoup moins dépensier, ce qui plaît au marché. Il est tout de même important de rappeler que même si le parti d'Emmanuel Macron est défini comme le plus pro-business, la France est loin d'être attractive pour les entreprises. Pour preuve, depuis 2008, les marges des entreprises baissent drastiquement, le commerce extérieur est en chute libre et le classement de la France dans les pays les plus exportateurs de la zone euro va bientôt laisser sa place à l'Italie, qui d'ailleurs est un pays avec une économie qui a les mêmes centres d'intérêt que la France, c'est-à-dire le luxe ainsi que le tourisme, et qui a fait beaucoup d'efforts pour relever cette dernière qui était en difficulté, et ces efforts ont très bien porté ses fruits. Revenons à nos programmes économiques. Selon les partis concernés, le programme de Renaissance entraînerait un déficit supplémentaire d'au moins 20 milliards d'euros. Le Rassemblement national, quant à lui, annonce un déficit supplémentaire d'environ 60 milliards d'euros avec 110 milliards
d'euros de dépenses et 50 milliards d'euros de recettes. Pour terminer, le nouveau Front populaire compte mettre en place un programme entraînant au moins 280 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, dont environ 240 milliards d'euros qui ne sont pas financés. Il faut rappeler que les déficits annoncés s'ajoutent aux 154 milliards d'euros de déficit annuel. J'ai pris en exemple le déficit de 2023. Il faut également rappeler que ces chiffres viennent des partis concernés, donc ils peuvent bien sûr minimiser le chiffrage de leur programme, comme ce qui s'est passé durant la campagne présidentielle de 2022 où le chiffrage des programmes économiques des candidats avait été revu complètement par l'Institut Montaigne. Pour revenir sur nos trois partis, on remarque quand même que les dépenses du Rassemblement national se rapprochent plus d'un parti socialiste de gauche que d'un parti libéral de droite. Je parle uniquement du programme économique, bien sûr, comme je vous l'ai dit, et non du reste de leur programme. À présent, rentrons davantage dans le programme des deux partis prédominants. Commençons par le programme qui serait donc le moins dépensier des deux partis, donc par le programme du Rassemblement national. Donc je vous ai mis les principales mesures. Donc on a dans un premier temps, tu vois, la retraite à 60 ans, donc retour à la retraite à 60 ans, parce que Macron avait donc fait passer une loi qui retardait l'âge de passage à la retraite, donc avec un coût en milliards d'euros par an de 26,5 milliards. Il faut savoir que cette mesure, ils sont à moitié en train de revenir dessus. Du moins, ils ont dit que c'était pas la priorité, donc on ne sait pas trop. Est-ce qu'ils vont la passer, est-ce qu'ils vont pas la passer? Du moins, en tout cas, c'est très probablement une réforme qui ne pourra pas passer. Du moins, je ne pense pas que les marchés laisseront passer cette réforme, étant donné que on est sur un système à répartition, un système de retraite à répartition. Ce système n'a pas d'avenir et est complètement déficitaire, hein. C'est littéralement un système de Ponzi. Donc honnêtement, à part s'il passe sur un système de capitalisation, honnêtement, ça m'étonnerait que le système des retraites ne change. Et je pense qu'ils vont retarder au maximum cette réforme, quitte à ne pas la passer. Du moins, ça m'étonnerait vraiment qu'ils la passent. Honnêtement, la seule solution pour les retraites, c'est de passer par un système à capitalisation, comme pourraient le faire par exemple les États-Unis. Pouvoir d'achat, proposer un prêt de l'État jusqu'à 100 000 euros à un taux zéro pour favoriser l'accès à la propriété. Ça, pourquoi pas. Maintenant, à mon avis, ça va être un petit peu inflationniste, donc c'est pas forcément très bon. Et il me semble aussi qu'ils voulaient faire passer une mesure avec un prêt à taux zéro qui serait remboursé, un prêt de 100 000 euros qui serait remboursé au troisième enfant. Donc ça, en effet, ça peut favoriser la démographie, la démographie dans les pays occidentaux qui est très mauvaise, avec une population vieillissante. Alors au moins ils ont vu qu'il y a bien un problème de démographie. Maintenant, est-ce que c'est la solution de distribuer de l'argent, 100 000 euros gratuitement au troisième enfant? Honnêtement, je pense qu'il y aurait d'autres mesures un petit peu plus réfléchies qui seraient un peu mieux pour justement ce cas-là. Baisser la TVA de 20% à 5,5% pour les carburants. Bon, bah ça fait 10,3 milliards de coûts par an, donc c'est littéralement gigantesque, c'est vraiment de l'argent qui s'envole pour le coup. C'est pas vraiment un coût, ça coûte pas à l'État, mais du moins c'est une recette en moins pour l'État. Donc c'est quand même à prendre en compte, et 10 milliards c'est quand même pas rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, ça va augmenter un petit peu le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Mais déjà, c'est pas vraiment ciblé, ça veut dire que les plus riches, ils vont pas vraiment, ça va pas vraiment se ressentir ce pouvoir d'achat en plus, d'accord. Et puis également, au final, les prix vont peut-être baisser un petit peu, mais je pense que ça va simplement s'impacter sur les marges des entreprises. Donc par contre, ce sera peut-être intéressant de chercher des opportunités sur les fournisseurs de gaz, de pétrole, peut-être du Total. Ça pourrait être intéressant, peut-être qu'il y aura des opportunités à l'achat sur l'entreprise Total, une belle entreprise française. Donc peut-être que le fait qu'ils augmentent leur marge, étant donné qu'ils vont probablement baisser donc les taxes, c'est une mesure que Jordan Bardella veut vraiment mettre dès le début s'il est élu. Donc peut-être que ça fera augmenter les marges des entreprises et ce sera peut-être intéressant d'aller chercher des entrées sur Total. Donc on arrive quand même avec un budget de 120 milliards, donc c'est pas rien. Donc quand même très dépensier par rapport au parti qui est en fonction actuellement, qui serait donc plutôt sur un programme à 20 milliards par an. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le programme économique du Rassemblement national n'est pas un programme économique d'extrême droite, loin de là. Et on voit qu'il recherche quand même une compétitivité de l'économie et des entreprises à l'international, donc pourquoi pas. Je t'ai mis ici le programme économique du nouveau Front populaire. Honnêtement, je vais pas te mentir, c'est vraiment n'importe quoi selon moi. Voilà, je t'ai mis quelques mesures, voilà. Maintenant, je n'ai pas d'avis là-dessus, simplement on regarde le programme économique. Niveau politique, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. C'est pas ce qui nous intéresse, on va se concentrer uniquement sur la finance et l'économie. Donc par exemple, la gratuité à l'école, déjà que l'école, c'est environ, un élève, ça coûte environ 10 000, 11 000 euros par an à l'État, un seul élève par an, donc c'est quand même énorme. Là, ils veulent la gratuité intégrale, donc ça va coûter quand même 7,9 milliards en plus. Donc c'est quand même pas rien. Là, ils pensent vraiment qu'ils ont la carte de crédit illimitée, donc pourquoi pas. Garantie d'autonomie des 16 ou 18 ans.
Donc ça, il me semble qu'ils veulent donner un salaire chaque mois aux 16 à 18 ans. Bon, écoutez, pourquoi pas, mais bon, est-ce que c'est pas aux parents de le faire? Je sais pas. Est-ce que c'est à l'État? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, ça coûte 15 milliards quand même, c'est pas rien. Après, il y a d'autres réformes, hein, passage du SMIC à 1600 € net. Bon, bah ça coûte pas très cher, hein, 3 milliards. Par contre, ça détruit 500 000 emplois. Bon, c'est pas rien. Hein. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, on augmente le SMIC net à 1600 €. Il faut savoir que le SMIC aujourd'hui, il est à 1398, il est indexé à l'inflation. Je parle du SMIC net. Et il y a des entreprises, hein, littéralement, qui déjà ont dû réduire les marges, hein, parce que il faut forcément réduire les marges, augmenter les prix. Et donc à 1600 € net, comme ça, en fait, ce sera pas possible. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont devoir licencier, tout simplement, augmenter également les prix de leurs produits. Hein. Une boulangerie, elle va devoir passer ses baguettes à 3-4 €, c'est pas impossible, ok. Et surtout licencier la moitié de sa boulangerie. Hein, pour pouvoir assumer ses charges, parce qu'il faut savoir que le boulanger, il va pas payer son artisan 1600 € net, parce qu'il y a les charges derrière, donc ça va lui revenir à 3000, 3004 peut-être, même peut-être 4, peut-être 4000 €, peut-être. Bon bref, dans tous les cas, c'est gigantesque, et il y a énormément d'entreprises qui vont devoir licencier, donc déjà que le chômage en France est à un peu plus de 7%, donc c'est déjà un taux de chômage qui est gigantesque. Donc rien que cette réforme ici, c'est 500 000 emplois détruits, et je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que en votant Front Populaire, ils vont pas être touchés par cette réforme, mais je pense qu'il y en a énormément qui vont faire partie de ces 500 000 emplois détruits, hein. C'est évident selon moi. Donc après, on a également la création d'une CSG progressive, bon, 40 milliards, ok. Retraite à 60 ans avec 40 annuités, 53 milliards. Ensuite, on a annulation de la réforme de l'assurance chômage, destruction d'emplois, 90 000 emplois détruits, 6e semaine de congés payés, bon pareil, hein, y a plein d'entrepreneurs qui ne pourront juste pas payer, plein de patrons d'entreprises qui ne pourront juste pas payer une 6e semaine à leurs employés, donc ils vont devoir tout simplement les licencier, donc 450 000 destructions d'emplois, donc c'est littéralement gigantesque. En plus de ça, ça coûte 30 milliards, donc c'est pas rien quand même. Revaloriser de 10% les APL, 1,4 milliard, très bien. Renforcer le budget de la culture à 1% du PIB, ça c'est 23 milliards. Donc c'est quand même, ouais, ok, c'est quand même un sacré budget. On a également la dernière mesure, là, augmenter de 1,25 points les cotisations sociales, qui détruit 170 000 emplois. Très bien, donc pour résumer un petit peu, donc leur programme économique, il coûte 286 milliards d'euros à peu près, plus de 280 milliards comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sachant qu'il faut ajouter cette dépense aux environ 400 milliards d'euros par an de budget de l'État annuel, d'accord? Donc sachant qu'il y a déjà 154 milliards de déficit par an, il va falloir ajouter 287 milliards de dépenses en plus, dont 240 milliards qui ne sont pas financés. Mais il ne faut pas oublier également les 1,2 millions d'emplois qui vont être détruits. Donc déjà que le chômage est déjà environ un petit peu plus de 7%, là on se retrouverait avec un chômage à environ de 9%. Donc c'est un très gros taux de chômage, hein, pour vous dire un petit peu, aux États-Unis on est environ à 3% de chômage. Donc il y a quand même un énorme gap, hein, entre les États-Unis et la France, et pourtant aux États-Unis ils sont 300 millions. Hein. Bon, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, on regarde simplement économiquement le programme, d'accord? On ne va pas regarder le programme de manière politique, ok? Il n'y a vraiment pas de politique derrière tout ça. Simplement, juste, on regarde comment les investisseurs obligataires vont réagir. Parce que faut savoir que les investisseurs obligataires, ils font comme nous, ils regardent le programme économique et ils émettent des conclusions. Comment le nouveau Front Populaire va financer? Très simple, ils vont supprimer la flat tax et imposer un barème d'impôt sur le revenu à 14 tranches, ce qui se traduit littéralement par décourager le travail. On le voit très bien sur le barème qui est complètement aberrant. Littéralement, si vous gagnez plus de 411 000 € par an, la tranche supérieure à 411 000 € par an sera imposée à 90%. Et n'oubliez pas qu'avec ce qu'il vous restera, vous devrez payer 20% de TVA sur tout ce que vous allez acheter. On propose de réformer l'impôt sur l'héritage pour le rendre plus progressif en ciblant les plus hauts patrimoines et en instaurant un impôt maximal. C'est super, vous avez travaillé toute votre vie, vous mourrez et vos enfants ne récupéreront pas ce que vous avez construit, à moins qu'ils soient extrêmement riches et qu'ils puissent payer pour racheter vos biens à l'État. Car quand vous mourrez, vos biens n'appartiennent plus à vous, mais à l'État. Ils souhaitent rétablir l'impôt sur la fortune et également la taxe sur les transactions financières. D'accord, donc déjà qu'ils nous prennent pas mal à chaque ordre passé sur le marché tradit, ils veulent nous prendre un petit peu plus, tant qu'à faire, pourquoi pas. Ils veulent également soumettre à cotisation les dividendes, la participation, l'épargne salariale, les rachats d'actions, les heures supplémentaires. Ils insistent vraiment sur l'imposition des dividendes, notamment celle du CAC 40 qui représente 97 milliards par an. Ces entreprises arrivent à s'en sortir face au S&P 500 malgré les bâtons dans les roues que la France leur met constamment, alors que ces entreprises du CAC effectuent 80% de leur chiffre d'affaires à l'étranger, ce qui montre bien que ces entreprises se sont adaptées aux conditions fiscales désastreuses de la France pour leur développement. En fait, littéralement, ce sont les riches et les créateurs de valeur qui paieront. Pourtant, c'était déjà le cas en 2017 et c'est
encore d'actualité aujourd'hui. La France est le pays qui génère le plus de recettes fiscales en pourcentage par rapport au PIB dans toute la zone de l'OCDE. La France est en première place et ce n'est pas pour du positif. L'Allemagne est à la 8e place et les États-Unis sont à la 16e place. Et encore, tout ça ne suffira pas. Donc ils veulent lever de la dette, mais les marchés ne les laisseront pas lever de la dette pour un programme comme celui-ci. Les taux seraient peut-être 15-20% sur les obligations. Autant vous dire que ce programme a 0% de chance d'être mis en place. Il faut savoir qu'en réalité, ce ne sont pas les dirigeants politiques qui décident, mais ceux qui financent le pays, c'est-à-dire les investisseurs. Ils décident s'ils prêtent de l'argent pour financer ceci ou non, et ils décident également du taux auquel la France va emprunter. Et bien évidemment, les investisseurs ne prêtent pas sans garantie, surtout dans un pays aussi déficitaire que la France. Si elle mettait en place le programme du nouveau Fonds populaire, qui présente un gros risque de solvabilité. Ce programme se rapproche plus du communisme, qui d'ailleurs dans l'histoire a quand même tué entre 100 et 150 millions de personnes à cause d'un retour à la misère et un départ immédiat des riches. Oui, car vous le savez peut-être, mais les plus mobiles, les plus libres géographiquement, ce sont les plus aisés. Avec un barème d'imposition comme celui-ci que propose le nouveau Fonds populaire, je peux vous assurer que la France va perdre beaucoup de créateurs de valeur. C'est ce qu'on appelle la fuite de capitaux. Aujourd'hui, la dette française est détenue à 52% de non-résidents français. Nous ne connaissons pas vraiment leur identité car ce n'est pas officiel, mais on sait que la majorité d'entre eux sont BlackRock, Vanguard, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les États-Unis, etc. Elle est également détenue par les assurances et en partie par les Français via les banques. Et puis, il y a également la Banque Centrale Européenne qui en détient énormément. Le marché brasse actuellement un gros risque de fragmentation de la zone euro et de la faillite de la France. On peut le constater par le spread entre les rendements des obligations à 10 ans françaises et allemandes qui s'agrandit grandement. Et c'est très mauvais en fait pour l'Europe et notamment pour l'euro. On constate bien cette corrélation entre le EXY, c'est-à-dire la valeur intrinsèque de l'euro, et le spread de taux entre la France et l'Allemagne qui vient donc de se décorréler grandement, ce qui devrait faire baisser grandement le taux de change face aux autres monnaies du monde. Le risque de faillite de la France est grandissant, ce qui se répercute immédiatement sur les CDS. Ce sont les assurances face au risque du marché de la dette. Récemment, le prix des assurances à 5 ans sur les obligations françaises a bondi, passant de 23 à près de 40 en un mois, ce qui montre le risque grandissant face à l'incapacité de la France à rembourser sa dette. Contre ce risque de fragmentation que craignent grandement les investisseurs, la Banque Centrale Européenne a récemment mis en place le 21 juillet 2022 une sécurité de dissuasion, un mécanisme permettant à la Banque Centrale d'intervenir sur les marchés obligataires à tout moment pour contrôler les dynamiques de marché injustifiées et désordonnées qui constituent une menace sérieuse pour la transmission de la politique monétaire dans l'ensemble de la zone euro. Ce mécanisme s'appelle le Transmission Protection Instrument, donc qu'on appelle TPI. En gros, la Banque Centrale Européenne s'accorde le droit d'intervenir sur les marchés pour racheter des obligations d'un pays qu'elle estime être en difficulté. L'intervention peut s'effectuer à n'importe quel moment, se concentrant sur des titres du secteur public dont l'échéance est comprise entre 1 et 10 ans. Mais elle s'ouvre également la possibilité d'intervenir sur l'achat de titres du secteur privé si besoin. Une fois l'activation de cet outil, les achats seraient interrompus soit en cas d'amélioration durable de la situation, soit sur la base d'une évaluation sur laquelle les tensions persistantes sont dues aux fondamentaux du pays concerné. Pour le moment, le TPI n'a pas été utilisé, mais il faudra surveiller le graphique des obligations à 10 ans françaises et potentiellement essayer de se placer avant qu'il soit utilisé afin de spéculer sur les obligations françaises. En réalité, le TPI a été mis en place comme force de dissuasion et de sécurité pour les investisseurs, ce qui permet aux pays européens d'emprunter à des taux plutôt équivalents malgré la diversité des pays de l'Union européenne. Sans l'Europe et ce TPI, vous pouvez être sûr que la France n'emprunte pas à son taux actuel. Comme exemple de ce qui pourrait se passer, j'ai voulu illustrer le TPI par un événement qui a eu lieu en 2022 au Royaume-Uni lorsque la première ministre Liz Truss, fraîchement arrivée au pouvoir, a voulu effectuer une réduction d'impôts non financée et donc par conséquent, les investisseurs obligataires n'étaient pas d'accord pour emprunter au taux actuel. Ils ont donc vendu des titres, augmentant donc le rendement qui a provoqué une hausse des rendements de 2%, contraignant la Bank of England à intervenir en rachetant des titres obligataires exécutant l'équivalent britannique du TPI. Donc on est sur TradingView, on est tout simplement sur les obligations à 10 ans, les rendements des obligations à 10 ans. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, tu vois, l'arrivée de Liz Truss, donc le 5 septembre 2022. Directement, le marché obligataire a réagi immédiatement et on a pris, tu vois, on est passé de 2,9% à plus de 4,6%. Donc littéralement, il a explosé et ça en seulement 45 jours, tu vois, en moins de 45 jours. Tu vois. Donc là, on a une jolie distribution, ok, magnifique. Hein, ça, c'est ce que je t'apprends tous les jours lorsque je fais mon format de vidéo daily, donc l'analyse technique. Et ici, on a eu donc une intervention de la Bank of England
donc qui a dessiné cette distribution pour acheter un maximum de titres pour faire baisser le rendement et qu'en fait le Royaume-Uni puisse emprunter à des taux plus faibles. D'accord? Parce qu'en fait là, si elle n'avait pas intervenu, qu'est-ce qui se serait passé? Le taux il serait monté à 6, 7, 8, 9% peut-être, tout simplement parce que le marché ne voulait pas acheter des obligations avec un risque aussi élevé à un rendement aussi faible. D'accord? Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu énormément d'obligations pour faire augmenter le rendement et pour avoir un gros rendement, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que le prix d'une obligation est inversement corrélé en fait au rendement. C'est-à-dire que si une obligation monte, le prix d'une obligation monte, son rendement va baisser. D'accord? C'est pour ça qu'en fait, ici, lorsque la Banque centrale d'Angleterre a acheté énormément d'obligations, ça a fait naturellement baisser le rendement de l'obligation. Qu'est-ce qui s'est passé 45 jours après son arrivée au pouvoir? 45 jours, seulement un mois et demi, elle a dû démissionner, d'accord? Elle a démissionné, elle a été forcée de démissionner, tout simplement parce que elle a été attaquée donc, par les marchés, littéralement. Les marchés ont fait une attaque et lui ont bien fait comprendre que voilà, ils ne voulaient pas en fait de cette réforme. Donc son parti l'a expulsée. Et puis voilà, elle n'avait pas le choix, globalement elle n'avait pas le choix. C'est ici les marchés en fait qui décident s'ils veulent financer ou pas parce que sa réforme n'était pas finançable. Donc le marché a directement réagi tout simplement. Et c'est exactement ce qui pourrait se passer ici si on a le RN ou le nouveau Front populaire qui passe. Peut-être que les marchés obligataires vont directement réagir et faire augmenter immédiatement le rendement des obligations. C'est pour ça qu'il faudrait, tu vois, se placer. Et moi, c'est ce que je vais essayer de chercher. Si on a justement cette réaction énorme, une grosse hausse, je vais essayer d'acheter ici des obligations dans la distribution ici qui a eu lieu. Je vais tout simplement regarder qu'est-ce qui se fera en lower time frame sur les rendements français et je chercherai une entrée sur les obligations françaises à 10 ans pour spéculer justement sur une potentielle intervention de la Banque centrale européenne et l'utilisation du TPI que je t'ai expliqué juste avant. Donc on verra peut-être et que peut-être c'est justement sur ce scénario que Emmanuel Macron a envie de jouer, c'est vraiment pas impossible. Mais là tu vois en fait cette grosse hausse de taux, comme je te l'ai dit, ça a fait baisser le prix des obligations britanniques à 10 ans, d'accord? Mais sauf qu'en fait il faut savoir que cette dette à 10 ans, elle est détenue par qui? Par énormément de fonds de gestion, d'accord? Parce que les fonds de gestion ils doivent verser des retraites à la population, donc naturellement elles doivent vendre en fait, les fonds de gestion ils doivent vendre des obligations. Également les banques, d'accord, toutes ces institutions détiennent énormément de dettes en fait, tout simplement énormément d'obligations. Sauf qu'en fait, si le prix baisse énormément, en fait leur bilan va se détériorer en fait et leur asset sous gestion, donc l'AUM, ça s'appelle Asset Under Management, va tout simplement baisser. La valorisation du total de leur AUM va baisser et donc ils pourront plus du tout assumer, ils vont tout simplement faire faillite. Donc c'est pour ça en fait, c'est ça que la Banque centrale anglaise a voulu éviter et c'est pour ça qu'elle est intervenue parce que sinon ça aurait créé des faillites en chaîne, d'accord. Donc clairement la finance en fait, elle a un impact énorme sur les décisions politiques. Et c'est triste en fait de voir les politiques qui ne se rendent pas compte en fait que leur décision, leur programme n'est tout simplement pas finançable et que ça va directement se répercuter sur la finance et c'est un petit peu dommage. Ça prouve un petit peu des fois l'incapacité de ces politiques à gouverner tout simplement. On a bien eu l'exemple avec Liz Truss juste là. Et on peut regarder si vous voulez la valeur du GBP, donc le livre sterling. Et bien tout simplement, on regarde le 5 septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on était ici, ok? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette grosse baisse? C'est tout simplement, comme je l'ai dit, l'augmentation des rendements obligataires. Comme je te dis, tous les marchés sont interconnectés et tu vois, on a eu cette grosse baisse et on a eu le bottom où? À l'intervention de la Banque centrale, d'accord? Et c'est ici qu'on a eu le bottom, ok? Et cette intervention de la Banque centrale, c'est extrêmement inflationniste, d'accord? C'est le genre de scénario qui pourrait arriver en France cette année avec une arrivée au pouvoir d'un des deux partis favoris actuellement. Le pire serait en cas de victoire du nouveau Front populaire, comme je te l'ai dit, mais le risque est tout de même présent pour une arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Mais les marchés pricent actuellement une indécision au second tour avec aucun parti qui n'obtienne la majorité, les rendant inefficaces dans la mise en place de leur programme. Dans ce cas-là, la bombe ne serait que retardée. Malgré ce que peuvent vous dire les médias, en réalité votre vote est important pour la démocratie et faire entendre votre voix. Mais le plus important est de savoir réagir et anticiper l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement qui ne vous permet pas une bonne croissance de votre patrimoine. Il est également bien plus important de réussir à repérer et saisir les opportunités qui pourront se présenter sur le marché. En résumé, la France est à un tournant critique de son histoire économique. La question de la dette publique, l'influence des marchés financiers et les choix politiques à venir détermineront l'avenir du pays. Les investisseurs sont en attente. Les élections législatives prochaines, avec l'incertitude qu'elles apportent, peuvent littéralement aggraver la situation. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de la crise immobilière qui pourrait avoir lieu en France, mais une crise de la dette entraînerait un gros problème sur le marché immobilier, ça va de soi. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je n'ai que parlé d'économie, donc je ne veux pas
voire de politique dans les commentaires. On parle uniquement d'économie et de finances. Cette vidéo m'a demandé énormément de travail, donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouvera demain pour la prochaine vidéo daily. Allez, ciao les gars!